Oui, j'ai failli lâcher la F1 en 2025, mais je l'ai retrouvée, et putain, ça fait du bien. Alors, je vous ai quitté en fin d'année dernière en faisant un bilan et en vous disant que j'allais pas bien, ça se voyait, et surtout 2025, ça allait être une nouvelle page en termes de vidéos, donc de boulot de mon côté, mais aussi, surtout, avec mon rapport avec ma passion qui est la Formule 1 et le sport auto en règle générale. Alors, je préfère vous le dire, je ne sais pas quand j'arrêterai YouTube, mais je suis presque certain que je ne ferai pas ça toute ma vie. Par contre, j'ai appris une chose cette année, et vous avez été nombreux à me le dire en commentaire l'année dernière sur la FAQ de fin d'année, j'ai dû réapprendre à prendre du kiff. Et alors, je vais vous le dire tout de suite, je m'attendais pas à ce que ce soit si difficile au début. Apprendre à kiffer, c'est pas simple, c'est fou. Alors c'était dans tout ce que je faisais, que ce soit professionnellement ou que ce soit personnellement parlant. J'ai passé des étapes, j'ai exploré, bref, j'ai beaucoup plus ressenti, entre guillemets, la vie avec un grand V cette année. À certains moments, je me suis un peu égaré dans les vidéos, d'autres moments, j'ai ultra kiffé. Et aujourd'hui, je pense que je suis un peu sorti de mon marasme que je traînais de l'année dernière, qui était chiant à mourir. Et je pense que ça se ressent aussi en vidéo. Et vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Mais il faut le dire, le chemin il a été long cette année, rempli de challenges. J'avais l'impression que le sort s'acharnait sur moi sur certains moments de l'année. C'était vraiment une dinguerie. Mais comme sur cette chaîne, on parle généralement de F1, j'aimerais justement vous en toucher deux mots. Parce que je pensais qu'arrêter les Fast 5 allait me refaire tomber amoureux de la Formule 1. Parce que j'avais perdu un peu le truc, tu vois. Et je me suis mis un gros doigt dans l'œil. J'ai eu 4 révélations quand même au cours de cette année, dont j'aimerais vous faire part dans cette vidéo, certaines plus attendues que d'autres, et certaines peut-être plus surprenantes. Alors du coup, peut-être que cette vidéo apportera quelques pistes de réflexion pour ceux qui, comme moi, par la force des choses, parce que la vie est ainsi faite, ont vécu un désintéressement de la Formule 1, et j'espère du fond du cœur que ça pourra vous apporter de la compréhension sur vous-même. Que vous repreniez la F1 derrière ou pas, on s'en fout. Le but, c'est d'être heureux. Donc si ça peut aider dans ce sens-là, bingo, comme dirait l'autre. Bon alors, comme j'ai failli décrocher de ma passion qui m'animait, c'est quand même chiant, j'ai voulu comprendre pourquoi, et donc j'ai fait une petite expérience il n'y a pas si longtemps. En fait, je me suis amusé à prendre le calendrier de la Formule 1 de cette année, et j'ai essayé de me rappeler un fait de course à chaque fois de tête, et de les noter dans ce cahier, tout simplement. Et juste de mémoire, j'ai réussi à me rappeler de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 GP, et si je compte pas les derniers Grands Prix relativement récents, je pense qu'on monte à 15 ou 16 Grands Prix dans l'année. Alors j'ai sélectionné à chaque fois le premier événement qui me venait en tête dès que je pensais au GP. Et donc du coup, là si je vous le lis, l'Australie je me souviens parce qu'il y avait de la pluie et il y avait Piastri en toupie dans l'herbe. Imola, c'était le départ de Verstappen. Par l'exté là, j'ai Monaco parce que c'était ultra chiant avec la règle des 2 arrêts. Canada, Norris Piastri dans le mur. Autriche, Norris Piastri, acte 2 avec la radio de c'était un petit peu chaud. J'ai quoi d'autre? J'ai Silverstone avec Nico Hülkenberg, évidemment le podium. La Hongrie, j'y étais, mais je me souviens plus trop de ce qui s'est passé. Je me souviens victoire de Lando Norris, je crois, et problème de Charles Leclerc. Pays-Bas, j'y étais. Isaac Hadjar, podium. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Italie, consigne de Norris avec Piastri. Azerbaïdjan, j'ai Piastri dans le mur de mémoire. Et à Mexico, j'ai un truc où la FIA relou. Et je vous compte pas les petits derniers qu'on vient de vivre parce que c'était un peu plus intense. Alors de manière assez surprenante, ça équivaut environ au nombre de GP qu'on avait il y a à peu près 15 ans quand on avait 18 Grands Prix. C'est tellement suffisant pour avoir une attente qui monte entre chaque GP, de pouvoir se rappeler de tout, même si la saison était pas ouf. C'est ça qui est dingue, c'est les années 2010, je m'en souviens très bien. Alors, je suis curieux que vous fassiez le même exercice et que vous me disiez dans les commentaires de quel GP de cette année 2025 vous vous souvenez de tête comme ça et pourquoi. Alors, il y en a qui vont réussir à se souvenir de tout, peut-être, d'autres qui vont moins se souvenir de certains GP, etc. Mais je trouve que l'expérience, elle peut être marrante. Mais globalement, en fait, ce que je retiens, c'est qu'on nous a matraqué d'offres de contenu sur la F1 et autour de la F1 qui fait que, chez moi, en tout cas, ça déborde. En fait, j'ai eu cette impression de plus avoir le temps de regarder autre chose que de la Formule 1. Et je sais qu'en 2024 et cette année, ça m'a un peu repoussé sur la manière de consommer ce qu'est la Formule 1. Et ça, c'est la première révélation.
La deuxième révélation, c'est l'ère à effet de sol. Alors, on a tellement vécu de Grand Prix que j'ai eu du mal depuis le début de cette ère réglementaire à prendre du recul sur ce que j'avais sous les yeux. Parce que je pense que, comme beaucoup, je nourrissais pas mal d'attentes sur cette réglementation à effet de sol. On nous promettait de la bataille, la fin de ce maudit Dirty Air, mais les ingénieurs ont bien fait leur boulot à un moment donné, donc c'est déjà pas mal. Et donc ça en a recréé, ça a recréé du Dirty Air. Et la philosophie de cette réglementation a laissé plus de place, je trouve, aux scientifiques qu'au feeling des pilotes. Mais je trouve pas que ça laisse suffisamment les pilotes s'exprimer en fait au volant. Et sportivement, bon, on a eu un petit peu de tout. C'est assez dingue en vrai, en 4 ou 5 saisons, on a eu à peu près tout ce qu'on... 4 saisons, on a eu à peu près tout. En fait, d'un point de vue strictement esthétique, franchement, j'ai beaucoup aimé les lignes de ces voitures. Juste d'un point de vue esthétique. À part peut-être une ou deux un peu bizarres, globalement j'ai trouvé que les lignes étaient assez réussies, assez jolies, mais leurs lignes sont trop gentilles, sont peut-être un peu trop douces, et on a perdu un peu ce caractère de vivacité, d'agressivité des F1. Puis on a eu des voitures qui sont quand même très grosses, qui sont larges, qui sont longues, qui sont affreusement lourdes, qui sont méga rigides, et c'est resté quand même impressionnant parce qu'une F1 dans un virage rapide, ça envoie comme pas possible. Mais on a vraiment basculé du côté technologique encore plus qu'avant et délaissé ce feeling du pilote. Et en fait, j'arrive pas à leur trouver un charme à ces voitures. En fait, pour que ces voitures fonctionnent au mieux, il y a besoin de tout aligner ensemble d'un point de vue ingénierie. Tu vas me dire, c'est à peu près normal, c'est à peu près ce qu'on attend des Formule 1. Mais en fait, c'est vraiment que on va se retrouver potentiellement avec des fenêtres d'exploitation assez petites par rapport à avant. Il faut que la voiture soit vraiment à plat, très basse, pas trop basse, sinon tu déclenches du marsouinage. Il faut qu'elle soit rigide à fond du coup, et donc les décrochages sont plus violents, le ressenti est beaucoup plus fin à avoir, ça laisse beaucoup moins de liberté. Et avec ça, on a toujours des pneus qu'on comprend pas d'un week-end à l'autre et qui peuvent nous donner un super spectacle comme étant comme un ennui mortel sur certains grands prix. Donc ça c'est le lot de Pirelli, c'est comme ça. Alors sportivement parlant, je vous le disais, on a eu droit à pas mal de choses. Presque à un petit peu de tout. On a eu un espoir de bataille en 2022, derrière on a eu une domination totalement folle en 2023, malgré quand même un sursaut de Aston Martin qui a jumpé comme s'ils avaient eu un cheat code qu'ils ont rentré dans les lignes de la soufflerie là. Tout ça pour quand même se rétamer derrière. Ensuite on a vu la descente lente d'Alpine, le regain de Williams, l'originalité des voitures Mercedes, tout ça pour finir avec McLaren qui ne domine pas vraiment parce que elle sort pas spécialement du lot, à part sur quelques aspects techniques. C'est juste une voiture qui est régulièrement parmi les meilleures que tous les autres. Et donc voilà, fallait juste faire une voiture correcte, régulièrement performante avec des saisons si longues, avec un ou deux avantages et une bonne fenêtre d'exploitation, et boum, ça tape champion du monde. Et pour finir, on va dire au revoir à la réglementation moteur que l'on connaît depuis 2014. Et là-dessus, j'ai un seul regret. Non, en vrai, j'en ai peut-être deux. J'ai deux regrets. Le manque de brutalité du son, et le fait qu'on n'ait jamais eu la moindre idée du niveau de puissance ou du mode attaque ou du mode de défense que les voitures avaient en temps réel, comme on avait pour le KERS sur l'ère V8 KERS hybride entre guillemets. Franchement, moi le son du V6 hybride, moi je le trouve vraiment sympa. Il a vraiment une jolie sonorité, il y a une sorte de souffle de la part du turbo, etc. Enfin vraiment j'apprécie. Mais par contre oui, ça manque cruellement de caractère et de spectaculaire. Un V8 ou un V10, ça déclenchait quelque chose quand ça passait. Et ça, on en a déjà parlé cette année dans une vidéo sur les moteurs V10. Pareil sur le niveau de charge des batteries et de ce que le pilote avait à sa disposition en termes d'outils pour attaquer ou défendre, on n'a jamais su, et ça aurait été tellement plus stylé pour pouvoir expliquer certains dépassements ou même certaines courses, certains moments de course, etc. Et en fait, on l'a jamais eu. On a aujourd'hui accès à beaucoup d'informations, peut-être parfois trop d'informations, mais on n'a pas accès aux bonnes infos qui nous font véritablement comprendre ce que l'on a sous les yeux. Et ce sera, à mon avis, enfin en tout cas mon vrai grand regret de ces moteurs-là. D'ailleurs j'en profite pour vous le dire en passant, mais j'espère que vous avez vraiment profité de ces moteurs quand même, parce que vous ne les reverrez qu'à de très très rares occasions désormais. Toutes ces voitures hybrides sont d'une telle complexité qu'elles ne rouleront presque plus jamais. Elles finiront très très rarement dans des collections privées ou aux mains de gentleman drivers un peu riches comme le gars dans F1 2017 là, qui te donne des bagnoles à rouler, des voitures classiques quoi. Parce que la technologie est si complexe qu'elle demande beaucoup d'humains pour pouvoir mettre en route et fonctionner correctement, et qu'il faut être aussi un bon pilote mine de rien parce qu'il y a beaucoup de systèmes à prendre en compte.
il y a très peu de chances, à part sur des événements de grande ampleur, qu'on revoit ces voitures. Bon alors oui, je suis quand même content qu'on les range au placard ces voitures parce que pour le coup, j'en ai fait le tour personnellement. Et en fait, la nouvelle réglementation de 2026 remet tellement tout à zéro que là aussi, ça m'oblige de mon côté à changer ma posture. On en a parlé dans la vidéo précédente, mais moi ça réactive ma curiosité et ça pour le coup, c'est un vrai moteur de vie, c'est mon moteur de vie en tout cas, surtout pour vous faire des vidéos. C'est méga important et là, je sais que ça va revenir. Donc en fait, peu importe ce qu'il se passera l'année prochaine, j'ai déjà hâte et j'avoue que juste ce petit feeling de me dire putain, j'ai hâte de reprendre presque les vidéos, etc. Mais je vais quand même pas partir en vacances, ça fait longtemps que je l'avais pas eu. Mais pendant cette année, j'ai eu des doutes et je me suis dit mais attends, est-ce que la F1, tu l'aimes toujours ou pas, en vrai? Et la réponse, elle est oui, mais comme on me gave comme une oie toute l'année et que la F1 est devenue avant tout un business avant d'être un sport aujourd'hui, la seule chose que j'ai pu faire, c'est changer de posture pour évoluer sur la manière de vivre ma passion. Et ça, c'est ma troisième révélation. Comme il faut se faire une raison, on va jamais revenir à un calendrier à peu près sain de 18 grands prix par saison et donc d'avoir une anticipation qui se crée vraiment, d'avoir un côté un peu exclusif, exceptionnel que l'on a perdu puisque maintenant les feux s'éteignent pour lancer une course 30 fois par an, Grand Prix plus sprint. Il faut apprendre à vivre le sport de manière différente et adaptée à une si grande fréquence. Avant, en fait, ça valait le coup de tout connaître, de tout savoir, d'être tout le temps à la page. Et j'avais de mon côté, et je l'ai encore un peu vécu cette année, mais moins, mais surtout sur les années précédentes, cette fameuse FOMO, cette Fear of Missing Out, la peur de ne plus être à la page, comme on dit en français, qui était assez énorme. Et encore plus quand mon taf, c'était de créer des vidéos sur l'actu chaude, entre guillemets, de la Formule 1, de vous créer du contenu sur la F1 pour vous, et pour vous apporter une vision différente. Et c'est ça que vous venez chercher, en tout cas, sur ma chaîne. Et donc, le fait de ne plus faire de Fast 5 a commencé à me couper de manière un peu forcée, entre guillemets, de cette actu chaude de la Formule 1. Et en vrai, ça fait un de ses biens. La majorité des vidéos qu'on a fait cette année sont décorrélées de l'actualité du sport en lui-même. Et ça fait plaisir. Les sujets que j'ai traités sont plus approfondis et c'est ce que je voulais et vous avez répondu présent en grande majorité, donc un grand merci. On a bossé dans cette direction, on a fait des vidéos sur le business de la F1, sur la technique, aussi sur les pilotes, en allant chercher un côté un peu plus profond, un peu plus humain, un peu plus philosophique. Et ça, pour le coup, j'ai vraiment surkiffé. Et du coup, j'ai vécu une vraie frustration que j'avais pas anticipée pour le coup. Je regardais mes Grands Prix tout seul, comme un gland chez moi. Et comme j'avais plus besoin de prendre de notes pour faire un Fast 5, c'est terrible à dire, juste cette phrase c'est terrible à dire, mais ça me mettait encore moins dans la course. C'est terrible, mais vraiment j'ai perdu encore plus d'intérêt, tu vois. Et donc pour répondre à ce problème, j'ai commencé à refaire des lives pour déjà parler du Grand Prix qui s'était passé, donc on échange ensemble, on l'a fait sur Twitch et sur YouTube en même temps, et finalement c'est allé un petit peu plus loin. J'ai commencé à regarder les Grands Prix avec vous en live. Et alors là, la révélation. Même les Grands Prix chiants où je me serais endormi en temps normal, je les ai kiffés parce qu'on a eu une interaction ensemble. J'ai regardé la F1 avec des potes et j'avoue que c'est un rendez-vous qui m'a fait énormément de bien. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais en cette fin d'année, on a recommencé à poster des réactions sur les Grands Prix le lundi soir. Au final, ça n'a pas trop mal marché parce que je reviens sur un événement en particulier qui m'a vraiment un peu plus touché que les autres. J'en parle un peu plus avec le cœur et surtout, j'arrive à y apporter un peu plus de profondeur plutôt que de faire 5 réactions. Et je trouve ça vraiment très cool. Maintenant, je me suis pas posé d'obligation sur ce format et si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Et ça, juste ça, pareil, ça fait du bien. Ma quatrième révélation, elle concerne l'approche que j'ai sur la manière de faire des vidéos. Je voulais sortir du studio en début d'année, faire plus de vlogs, etc. parce que j'en ai un peu marre d'être ici. Et en vrai, c'est toujours le cas, mais les vlogs qu'on a fait, les vues ont été entre guillemets pas catastrophiques, mais presque. Le vlog avec Victor Martins, c'est ce que l'on appelle dans le jargon un accident industriel. Je suis un peu dégoûté parce que en fait, pour des raisons de contrat avec la FOM, on est passé d'une vidéo qui devait durer 1 heure et faire tout le tour du circuit à une vidéo de 10 minutes grand max. Et ça vraiment, ça me fait chier. Mais globalement, tout ce qui s'est passé en dehors du studio, bof. Sans compter le changement d'algorithme qui est arrivé après l'été, je crois. Ça arrive. En fait, de ce que l'on a pu analyser, regarder sur la chaîne, plus vous vous spécialisez sur un thème, moins les vidéos qui sortent de ce thème seront poussées à l'audience qui nous suit. C'est comme ça, c'est
ce que je pourrais appeler la TikToisation de l'algorithme de YouTube, peut-être. Je sais pas, mais c'est des pensées. Dans tous les cas, je vais pas trop rentrer dans le détail, mais du coup, ça permet aussi de comprendre pourquoi certaines vidéos marchent et d'autres pas forcément. Et donc, au fur et à mesure, on ajuste et on voit vers quoi on peut aller. Et donc du coup, quand même, 2025, ça m'a permis une chose, c'est d'explorer des sujets, de parfois me planter ou d'en faire un petit peu trop, de parfois taper dans une corde sensible qui vous a beaucoup plu. Je pense à la vidéo sur Lewis Hamilton ou même sur Charles Leclerc. Maintenant, j'ai une vision beaucoup plus claire de ce que j'ai envie de faire et non pas de ce que je dois faire. Et ça, c'est top. Parce que oui, on va partir en vacances là, mais avant ça, on va bosser sur 2026 et ça fait littéralement peut-être un mois, je pense, que 2026 est en train de trotter dans ma tête dans tous les sens parce que j'ai retrouvé du kiff dans la manière de créer des vidéos et donc j'ai trop hâte de tout vous montrer l'année prochaine. Mais vraiment. Alors, pour finir cette année, je voulais simplement vous dire merci une nouvelle fois. J'ai traversé une année avec beaucoup de rebondissements. Ça a été parfois très cool, parfois beaucoup plus compliqué, vraiment pas simple, mais grâce à vous, grâce à mes proches aussi surtout, j'ai eu un déclic qui m'a vraiment redonné l'envie de faire ce que j'aime le plus, créer, réfléchir et partager la passion qui m'anime. Alors une chose est sûre, c'est que j'ai envie plus que jamais de vous partager mes réflexions, ma curiosité, la passion qui nous anime autour de la Formule 1 et du sport auto, et j'ai hâte de le faire en 2026. En tout cas pour l'heure, je vous souhaite un très joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d'année, et on se donne rendez-vous en 2026.